2006, quelques semaines avant la sortie mondiale de la Wii. À la fin d'une interview sur les spécificités de la future console, le président de Nintendo, Satoru Iwata, dit « Après avoir pris un moment pour observer ce que nous avons fait, j'ai encore une fois senti que tous nos efforts valaient le coup. » On sait aujourd'hui que son intuition était visionnaire, puisque la Wii a été un des plus gros succès de Nintendo avec au total plus de 100 millions de consoles vendues, environ 15 millions de plus que les autres consoles de l'époque, la PS3 et la Xbox 360. Novembre 2020. Si vous êtes un joueur console, vous vous rappelez sans doute très bien de cette période. La Xbox Series X et la PlayStation 5 ont débarqué dans les rayons avec une attente énorme des joueurs. Petit problème, la crise sanitaire qui avait paralysé le monde depuis janvier 2020. Le virus avait énormément ralenti les capacités de production de Sony et Microsoft et le résultat a été une pénurie de consoles qui a duré des mois et des mois. Il a fallu déployer beaucoup d'efforts pour en trouver une, à tel point que des gens peu scrupuleux en achetaient en quantité et les revendaient en ligne à prix d'or. Au final, cette longue pénurie était principalement due à la crise sanitaire, pas tant à l'attente des joueurs. Mais remontons 14 ans avant cet événement, au 19 novembre 2006. Ce jour-là, c'est la date de sortie de la Wii aux États-Unis, et aucun virus en vue, tout va bien. Mais un drôle de phénomène s'est produit dans la nuit du 18 au 19 novembre. Si vous habitiez près d'un Target, d'un Walmart ou d'un GameStop, vous pouviez apercevoir par votre fenêtre des dizaines, parfois même des centaines d'individus qui attendaient, dans le froid de la fin de l'automne, parfois debout, parfois avec leurs chaises de camping, en formant une file. Un nombre impossible à quantifier de gens s'était massé à l'entrée des magasins, souvent la veille, pour être sûr de repartir avec la dernière console de Nintendo. Personne ne le savait encore, mais la Wii allait connaître un succès monumental que même les cadres de l'entreprise n'avaient pas envisagé. Vous l'aurez deviné, c'est donc ici aussi une forte pénurie que vont connaître les États-Unis, pas à cause d'un virus, mais parce que la console va être simplement victime de son succès. Très rapidement, il va devenir impossible de trouver une console dans tout le pays. On est fin 2006, donc les commandes en ligne sont très peu développées. Le seul moyen concret d'obtenir une Wii, c'est de rouler jusqu'à un magasin et prier pour qu'ils aient eu à l'instant une arrivée de stock. Autant dire, mission impossible. C'est donc dans ce contexte que va débuter notre histoire tragique. Avant de vous la raconter, je tiens à vous dire que la vidéo contient des extraits audio et des photos datant de seulement quelques heures avant le décès d'une personne, et l'histoire tourne d'ailleurs autour de celle-ci. Alors si ces sujets sont sensibles pour vous, je vous déconseille de regarder la suite. Pour ceux qui restent, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît bien sûr, à soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en vous abonnant et en commentant, ça motive énormément à continuer et à m'améliorer. Janvier 2007, Sacramento, Californie. La radio KDNG, très connue et appréciée des habitants de la ville, commence son année sereinement. Les audiences sont bonnes et leur morning show de 5h30 à 10h, The Morning Rave, est très populaire. La pénurie de Wii qui touche tout le pays est remontée aux oreilles des animateurs. Ils sont 3 chaque matin à s'occuper de l'émission. Adam Lucas Cox, Steve Manet et Patricia Sweet alias Trish. Ils organisent régulièrement des concours et cette fois, ils ont décidé de faire gagner la console de Nintendo. Étant introuvable dans tout le pays, en faire gagner une, en plus en organisant un concours original, est une super opportunité de faire le buzz. L'idée est vite trouvée et le concours trouve une date. 12 janvier 2007, c'est le grand jour. Les animateurs ont appelé leur concours Hold Your Wii for a Wii, littéralement retiens ton pipi pour une Wii. Le but est très simple, chaque participant reçoit une bouteille d'eau de 240 ml. Il doit la boire rapidement et il en reçoit une nouvelle toutes les 10 minutes. Si le participant ne finit pas la bouteille ou s'il évacue l'eau, que ce soit en vomissant ou en urinant, il est éliminé. Environ une vingtaine de personnes ont rejoint les locaux de KDNG pour participer au concours. Ils sont placés dans la cuisine où le concours se déroulera en présence d'un autre animateur. Parmi eux, Jennifer Strange, 28 ans. Elle est mère de 3 enfants et elle se dit que le concours est une super opportunité pour leur offrir la Wii qu'ils voulaient tant. L'émission étant un morning show, elle peut même participer au concours puis partir faire sa journée de travail. 6h45. Le concours commence dans la joie et les premières bouteilles d'eau sont bues par les participants. Bon, là c'est le moment de vous parler d'un détail. Vous connaissez peut-être la citation de Paracels. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Peu de gens le savent, mais une mort par empoisonnement à l'eau est possible. Très rare, mais possible. Cette dernière se produit quand une énorme quantité d'eau est consommée. Sans trop rentrer dans les détails, l'afflux massif d'eau s'accumule dans le corps et crée une pression qui peut faire exploser des cellules nerveuses, occasionnant un gonflement cérébral qui peut amener au coma et même dans certains cas à la mort. C'est d'ailleurs ce qui était arrivé à Matthew Carrington, un étudiant de 21 ans qui, lors d'un bizutage, avait énormément bu d'eau et en était mort. Cette histoire était arrivée seulement 2 ans avant le concours et le pire c'est qu'elle s'était passée à Pleasant Hill, à savoir à seulement 1 heure de route de Sacramento. D'ailleurs, les animateurs avaient entendu parler de ce drame.
dude. Can't you get water poisoning and like die? Your body is 98% water. Why can't you take in as much water as you want? I don't know. Though, since that poor kid is college. I That's know. what I was thinking. Yeah, well, he was doing other things. Maybe we should have researched this I don't know. before. I mean, 7h30. Les participants enchaînent les bouteilles. Certaines personnes savent les dangers de boire trop d'eau. C'est notamment le cas d'une infirmière qui a décidé d'appeler la radio. Eva, Yes, what do you want to say? I want to say that that those people that are drinking all that water can get sick and possibly die from water intoxication. Yeah, we're aware of that. That's what I want to give they sign releases, so we're not responsible. It's okay. And if they get to the point where they have to throw up, then they're going to throw up and they're out of the contest before they die. So that's good, right? Oh, that's me. I suppose so. Yeah. All right. How come you guys didn't Thanks for do it? looking out, though. We don't want to die. Oh, okay. Let me ask Carter if Yeah, anybody's dying. We ain't dying. Hey, Carter, is anybody dying in there? We got a guy that's just about to die. Oh, good. Make sure you I sign like that we release. laugh at that. Yeah. Make sure he signs the release. Get the insurance on that, please. Pour Manet, le plus important est que les participants aient signé une décharge qui enlève toute responsabilité aux animateurs. Une belle preuve d'empathie. Ces appels auraient pu alerter ou décourager des participants, mais ces derniers étant dans une autre pièce, ils n'entendaient ni les animateurs ni les appels et continuent donc le concours sans aucune conscience du danger. 8 heures. Déjà 8 bouteilles par personne ont été bues, mais il ne reste que 2 heures avant que l'émission ne se termine et il y a encore trop de candidats en lice. Alors les animateurs décident de doubler les quantités. C'est maintenant des bouteilles d'1 demi-litre que doivent boire les candidats toutes les 10 minutes. Un à un, les candidats vont aux toilettes, vomissent ou arrêtent simplement car ils n'en peuvent plus. Il ne reste rapidement plus que 2 candidats, Jennifer et Lucy Davidson. Les plaintes se font de plus en plus fréquentes et deviennent inquiétantes. Yep. How much longer do you think you could go, Jennifer? As long as my stomach will continue to let me. I don't know. Maybe a couple more. Mais aucune des deux ne semble flancher, alors les animateurs ont proposé 2 billets pour un concert de Justin Timberlake pour celle qui déciderait d'abandonner et donc de terminer deuxième. Jennifer a refusé une première fois. 9h32. Après s'être plainte une nouvelle fois de son état, Jennifer finit par accepter les tickets. Jennifer, I heard that you're not doing too well. My head hurts. Oh. They keep telling me that it's the water, that it'll tell my head to hurt and then it'll make me puke, but Who told you that? The intern? yeah. That's one of those over there? Like it hurts, but it makes you feel lightheaded, so I'm not sure if I'm just like, This is what it feels like when you're drowning. There's a lot of water inside of you. oh, it hurts. Dès la fin du concours, les 2 femmes sont allées dans les toilettes pour vomir. Pour Lucy, la gagnante, sa tête a énormément enflé et elle a perdu toute notion d'équilibre. Une autre participante, Elydia Campos, explique que tous les participants étaient désorientés comme s'ils étaient ivres. Elle raconte avoir eu des sueurs froides, qu'elle n'a fait que vomir sur le chemin du retour et qu'elle s'est effondrée sur son lit à 11h. Elle a été réveillée uniquement par son mari qui est rentré à 18h. Jennifer, déçue de ne pas avoir gagné la Wii pour ses enfants, commence à se sentir de plus en plus mal. Oh my gosh, look at her belly. Are you pregnant? Come on over, Jennifer. You okay? You want to lay down? What do you? She can't even walk. You're gonna pass out right now. It's too much water. 9h45. Jennifer appelle un collègue de travail et explique qu'elle ne viendra pas travailler aujourd'hui. Elle est en chemin pour rentrer chez elle et elle souffre beaucoup de ce qu'elle décrit comme étant une énorme migraine. Son collègue de travail est inquiet et il appelle donc la mère de Jennifer. 10h30. La mère se rend à la maison de sa fille et la découverte est tragique. Jennifer Strange, 28 ans, mariée et mère de 3 enfants, est retrouvée décédée chez elle. Le médecin légiste déclarera 2 jours plus tard que la mort est bel et bien due à une intoxication à l'eau. Les conséquences sont immédiates. Le 15 janvier 2007, le vice-président de la radio, John Geary, affiche en une du site de KDNG ses hommages à la famille de la victime, mais aussi que l'émission Morning Rave est annulée pour une durée indéfinie. Le lendemain, pas loin de 10 employés sont virés par Geary, dont les 3 animateurs, Lucas, Manet et Trish. Et il annule définitivement le morning. Bon, alors on va arriver au moment de l'histoire où il va falloir essayer de pas s'énerver, parce qu'on va parler des animateurs et notamment de Lucas et Manet. Déjà, vous l'avez vu, ils n'ont jamais prévenu les participants des risques du concours. Et le peu de fois où ils avaient un doute sur la dangerosité du concours, ils avaient uniquement peur de leur possible responsabilité. Certains vont peut-être penser que les participants n'avaient qu'à savoir que le défi était dangereux et que personne ne les a forcés. Mais dans un premier temps, le phénomène d'intoxication à l'eau avant ce cas était vraiment peu connu, et ensuite, lorsqu'on participe à un jeu concours organisé par une structure, que ce soit télé ou radio, on a tendance à facilement donner notre confiance en pensant qu'ils
ils ont pensé au bon déroulé du jeu et à la sécurité des participants. C'est ce qui fait partie du biais d'autorité. Après quelques semaines d'enquête, les charges criminelles ont été abandonnées par la justice qui a fini par condamner Entercom d'une amende de 16,5 millions de dollars pour le mari et les enfants de Jennifer. La justice a donc jugé la structure 100% responsable de la mort de la jeune femme. Mais le pire, c'est que Lucas et Manet ont porté plainte contre Entercom pour licenciement abusif. Pour éviter des années et des années de poursuites, Entercom a décidé de payer un montant non dévoilé aux 2 animateurs. Quel culot! D'ailleurs, les 3 DJ impliqués ont rapidement trouvé du travail ailleurs. Trish a changé de nom pour devenir Jed Donovan et a retrouvé un poste d'animateur de morning show à New York. Lucas et Manet, qui n'ont jamais émis le moindre remords et ne se sont jamais sentis responsables du décès de Jennifer, ont aussi trouvé du travail d'animateur de morning, au Kansas pour le premier et en Caroline du Nord pour Manet. Steve Manet s'est détourné de sa responsabilité en estimant qu'il n'avait rien fait de mal et continue de vivre sa vie sans aucune conséquence. Quant à Lucas, il a donné une interview par rapport à cette affaire. Because you were fired. We were fired. And never thought for 1 second that we were going to get fired. Not for 1 second did I think that we were going to get fired. And why not? Because it wasn't our fault. We didn't do anything wrong. We just did what we were told to do. Out of work for 6 months now, he's looking for a new radio gig. Il dit qu'ils n'ont rien fait de mal, ils ont simplement fait leur travail d'animateur. Il ne comprend même pas pourquoi il a été viré. Ce type plein de valeurs a même jugé bon d'écrire un livre, My Crazy Radio Life, ma folle vie de radio, dont les mots phares sont à vomir. Avez-vous déjà fait l'objet d'une enquête suite à un décès ? Je l'ai été, et impossible de comprendre pourquoi. Tout est dans le livre. J'ai été viré, j'ai tout perdu, j'ai fait une dépression, mais je suis malgré tout revenu au top. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Ce type, qui selon moi est directement responsable de la mort d'une jeune mère et épouse par sa négligence et son envie de faire le buzz, n'a jamais admis qu'il était un tant soit peu coupable. Il s'estime même être victime dans l'affaire. Et avec ce livre, il a l'occasion de se faire de l'argent sur ce qu'il s'est passé. En dehors de la mort de Jennifer Strange, c'est pour moi le plus tragique dans cette histoire. Les responsables n'ont eu quasiment aucun problème, la justice les a blanchis, ils ont retrouvé du travail dans leur domaine, ont pu continuer leur vie et écrivent même des livres pour se faire passer pour des victimes qui ont su rebondir dans la vie. J'ai toujours eu du mal avec l'injustice, vous l'aurez peut-être compris. Je ne peux rien souhaiter de mal pour ces animateurs en espérant qu'ils ne seront pas à nouveau responsables d'une autre histoire sordide. J'espère juste que la famille Strange a su surmonter son chagrin et qu'avec le temps, ils ont pu parvenir à être de nouveau heureux.